Bon, justement, enfin, on le sait qu'il y avait des Micmacs qui étaient agriculteurs. Alors, pourquoi dire que tous les Algonquiens sont des nomades, chasseurs, etc. Alors, il y a un manque de nuances. Et il y a aussi, je trouve, enfin, moi, comme je vous dis, j'ai regardé très vite le premier chapitre. Je n'ai pas fait une analyse du tout de ces nouveaux manuels. Mais il y a des oublis. Par exemple, les Iroquoiens, bon, agriculteurs, chasseurs un peu, on dit puisque les femmes faisaient l'agriculture, les hommes avaient le temps d'aller faire la guerre. C'est une phrase un peu bizarre. Mais on ne parle pas du tout de la pêche. On sait que les Iroquoiens venaient jusque dans la région, jusqu'en Gaspésie, etc. Euh, alors il y a des oublis comme ça. Peut-être qu'on se dit les élèves ont la tête trop petite pour emmagasiner tout ça, mais je pense que c'est du nivellement par le bas aussi. Il y a des nuances à apporter. Et bon, ce que je crains beaucoup, d'après ce que j'ai vu encore, c'est que la perspective autochtone n'est pratiquement pas là. Par exemple, on dit les récits mythiques, c'est des récits où on met en scène des personnages du merveilleux. Qu'est-ce que c'est le merveilleux dans notre culture? C'est l'inexplicable, c'est le surnaturel, c'est le fantastique, etc. Pour des autochtones, un personnage comme Carcajou, Tchakapèche, etc., c'est vraiment pas du merveilleux, là, c'est de la réalité, c'est pas du surnaturel, c'est du naturel. Est-ce qu'on pourrait pas dire ça simplement aux élèves, que c'est des perspectives complètement différentes? Et ça, je pense pas que ça soit là. Bon, je vais arrêter de parler. Donc, on donnerait la parole à notre deuxième commentateur, Pierre Trudel, qui est donc président, bien sûr, de la Société Recherche amérindienne au Québec, mais qui est également un professeur, un enseignant, professeur d'anthropologie au Cégep du Vieux-Montréal, et chargé de cours, retraité. C'est ça. Donc, retraité, et je suis... chargé de cours à l'Université du Québec à Montréal. Alors, fort intéressant, Sylvie, les questions que tu poses par rapport à ton expérience que tu as eue de regarder Emmanuel à cette époque-là. J'ai un commentaire à faire, j'ai des questions à vous poser, mais au préalable, je tiens à relever quelque chose. Je suis organisateur du Midi des Nations et on aurait pu avoir quelqu'un du ministère de l'Éducation assis ici pour discuter, entre autres, du tunnel, par exemple. Et bon, ça n'a pas abouti. Bon, il y avait, oui, à un moment donné, puis il y a eu non. Il manquait de temps, où il n'y avait pas d'espace dans l'agenda. Mais j'ai discuté, malgré tout, avec Sophie Jane, qui est aux ressources didactiques. Et je vais vous rendre compte, de façon bien subjective, de certains propos que j'ai eus dans ma discussion Internet et au téléphone, lorsque je lui parlais dans le cadre de l'organisation de ce colloque-là. Concernant les nouveaux manuels, plus particulièrement, comment on passe des anciens aux nouveaux. Donc, si j'ai bien compris, il y a un processus complexe pour aboutir à des nouveaux manuels. Des universitaires, des comités de travail, bon, il y a une bureaucratie gouvernementale là, ou ministérielle qui s'installe. C'est complexe. Madame Jane me disait que il y a eu un événement qui s'est fait à un moment donné, puisqu'on a lancé les manuels de secondaire 3 et qu'on les a fait revenir. Et qu'entre-temps, il y a eu comme une consultation ou un comité de travail, je ne sais pas, ne demandez-moi pas trop de questions là-dessus, là, et que là, des Autochtones ont participé à dire des choses. Je pense que Médéric relevait ce processus-là. Donc là, on change les manuels. Et ça, moi, personnellement, c'est subjectif. Je crois qu'on ne l'a pas fait avant, ça. Plutôt que fabriquer des manuels puis les changer après. C'est mon opinion, je la respecte, là. Donc là, qu'est-ce qu'on a changé? Médéric l'a relevé. La question... Mais le point tournant, là, je pense, c'est l'argument. C'est mon avis. C'est l'argument dans ce comité de travail-là à l'effet qu'il y a eu une commission Vérité-Réconciliation au Canada et qu'il y a eu, j'ai ici, là, les recommandations de la commission concernant l'enseignement d'histoire, qui sont fort intéressantes. Et là, le Québec a décidé de tenir compte de cela.
Donc, qu'est-ce qui a changé concrètement? Médéric le dit, c'est la question des pensionnats. On a situé ailleurs la question des pensionnats, qui était une connaissance, puis est devenue Choubeauvois. Les personnages historiques. On s'est fait dire, après avoir fait les manuels, je souligne, qu'il manquait de personnages historiques, autochtones, pour mettre un peu de la chair à cette histoire-là. On s'est fait dire qu'il fallait changer le mot amérindien pour Première Nation. Donc, on revient les manuels scolaires, puis on dit Première Nation plutôt qu'Amérindien. Il fallait cesser de mettre les Autochtones dans des encarts, des encadrés, mais plutôt la mettre dans la trame historique. Écoutez ce qu'on vient d'entendre, là. Qu'il y avait un petit détail, peut-être que les Autochtones avaient soulevé, c'est la question du territoire perdu, tu sais. Puis qu'il fallait peut-être revenir un peu là-dessus, ou je ne sais pas trop. Donc, des images qu'on prenait. Les images où les Autochtones étaient peut-être plus bas que les Européens, ou certaines images qui parlaient et que les Autochtones n'aimaient pas dans ce comité de travail-là. Bon. Donc, là, on refait des manuels en tenant compte de ça. Moi, à un moment donné, j'ai eu la même préoccupation que Sylvie, surtout que je sais que Sylvie qui travaille depuis tant d'années sur la tradition orale et nous. Je me suis dit, ben, coudonc, Mme James, est-ce que vous tenez compte, ou dans les manuels, là, est-ce que l'élève peut voir un peu, à un moment donné, des perspectives différentes, même confronter des perspectives différentes, comme on soulignait, comme tu soulignais, Elga. Puis est-ce qu'on rend compte d'une perspective autochtone qui provient de la tradition orale? Je pose la question. Là. Puis même, je lui envoie cette production-là de recherche amérindienne au Québec. D'ailleurs, n'hésitez pas de l'acheter. Dont le titre, c'est « Au croisement de nos destins », qui, par exemple, il y a un chapitre là, qui compare l'arrivée de Champlain à Québec selon nos données historiques et selon la tradition orale Innu. C'est merveilleux. Je me dis, moi, là, si j'étais élève du secondaire, j'aimerais ça voir ça, moi. J'apprendrais beaucoup de voir de ces deux. Donc, je lui envoie à Mme James, cela. Puis même, je lui envoie un numéro de recherche amérindienne que Sylvie a dirigé sur l'arrivée des Européens en Amérique selon des récits autochtones. Et, bon, elle me répond. Elle dit, ben mon Dieu, ça va être... Je comprends mieux maintenant, après avoir lu ça, les commentaires des Autochtones au moment du comité, là. Et on va en tenir compte pour ce qui est des manuels du secondaire 3. Fait qu'on est en train de changer, là. Alors, voilà, moi, je compte. Bon, j'ai posé la question concernant le processus de consultation. Elle me dit que ça avait bien été, que les Autochtones ont participé, que tout cela était correct, puis on a bien intégré les commentaires, puis on revoit les manuels. Et probablement que tout va être bien bientôt. Bon, je caricature, vous voyez bien, là, je rapporte des propos. Malheureusement, elle n'est pas ici. Elle devait être ici, elle m'avait dit oui, puis c'était non après. Et on aurait pu avoir plus d'informations. Parce que moi, j'insiste là-dessus, il y a une voix qui manque ici. Là. Il y a une voix qui manque. Hein. On se pose des questions, puis on aurait pu poser des questions peut-être à des gens du ministère, puis on aurait pu avoir plus de réponses. Voilà, pour ce qui est de... Ah oui, pour ce qui est de la schématisation, là, si je ne m'abuse, Sylvie soulignait un schématisme peut-être grossier. Il y a peut-être même une erreur, si je comprends bien. On dit que tous les Algonquins sont patrilinéaires dans ces manuels-là. Est-ce que c'est exact? Et c'est faux. C'est tout simplement faux. Si jamais il y a des firmes de manuels scolaires ici, là, examinez ça, là, c'est faux, je pense, de dire que tous les Algonquins étaient patrilinéaires. Voilà. Petit détail. Pour ce qui est de mon commentaire, faut-il s'étonner que les Autochtones sont hors de la trame historique? Est-ce que ce n'est pas plutôt le reflet aussi d'une société? On peut regarder ça sur cette perspective-là. C'est-à-dire que ce dont on parle, là, puis les problèmes dont on parle aujourd'hui, ben, c'est le reflet d'une société. Vous savez, les Autochtones ont fait partie du ministère des Affaires indiennes et de l'immigration au début du siècle dernier. Puis ce que vous décrivez un peu, là, moi, ça me donne l'impression que les Autochtones sont un peu comme des immigrants, hein, fraîchement arrivés dans notre histoire du nous collectif. Il y a comme une trajectoire d'intégration, là, mais les Autochtones
on essaie d'intégrer les Autochtones dans une histoire du Québec, dans une histoire du nous. Et puis, il y a toujours des petits problèmes, là, donc, ça reflète un peu aussi ce fait-là qui sont en dehors d'une trame historique, un peu ce qu'il y a dans la société en général, notre passé. Le droit autochtone aussi, lorsqu'on pense comment on définit les droits ancestraux, où on insiste beaucoup sur le fait que les droits ancestraux sont fondés sur des activités qu'il y avait au moment du contact lors de l'affirmation de la souveraineté britannique et ce qu'il y avait au cœur des cultures autochtones. C'était au cœur de la définition des droits ancestraux dont tout le monde entend parler de temps en temps. Mais on les place à ce moment-là hors du champ politique, hein, en définissant leurs droits comme étant quelque chose qui existait au moment du contact et qui était au cœur de la culture. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'il y a des manuels scolaires, là, ce droit, le droit sur les droits ancestraux, notre système juridique. Voilà pour mon commentaire. Oui, j'avais une question à Mme Bory-Soila. Primaire, secondaire et sondage. Est-ce qu'il y a des différences dans ce que vous avez vu importantes concernant la représentation des Autochtones dans les manuels primaires, dans les manuels secondaires, puis aussi dans des sondages d'opinion, là? Comment répondre en 3 mots à une question extrêmement complexe? Parmi les 80 points que choisir, dans les sondages, en tout cas, on voit quelques représentations chez les élèves qui ne viennent certainement pas de leurs enseignants ni des manuels, comme les raccourcis de cette histoire, comme aussi... curieusement, les élèves semblent avoir bien compris l'importance des épidémies. Les manuels parlent relativement peu des épidémies. Au primaire, on n'en parle pas non plus parce que c'est quelque chose d'affreux à aborder, sans doute. Donc les élèves, ceux qui parlent des autochtones, en grande partie parlent aussi des épidémies. Donc c'est peut-être leurs profs qui ont souligné ce point-là. Donc on voit de grandes différences. On voit surtout des différences par des constructions qu'on font des élèves d'une histoire qu'on ne leur a pas bien expliquée. Et c'est encore une fois le lien entre ce qui relie les autochtones en 1500 aux autochtones tels qu'ils les connaissent aujourd'hui. Donc ce lien-là est absolument pas clair. Dans les têtes des élèves, c'est que là, il y a un bas qui blesse dans l'enseignement. Pour ce qui est du primaire, évidemment, le primaire, on raconte bien autrement dans toutes les matières les choses pour les enfants du primaire. Et ce qu'on retrouve, c'est une image angélique et idyllique de la vie autochtone. Donc, s'il y a comme un voyage fictif d'élèves dans une communauté autochtone où ils s'appellent par le prénom, ils deviennent amis tout de suite et donc tout se passe pour le mieux au monde. C'est tellement kitsch qu'on n'y croit pas et que l'élève un tout petit peu intelligent, l'élève de 10 ans, va se poser la question mais pourquoi on les présente comme ça? J'ai oublié de répondre à la question tout à l'heure. Est-ce qu'on présente les autochtones en bien ou est-ce qu'on les présente d'une manière caricaturale comme ça a été fait dans les années 70? Et là, je trouve qu'il y a des choses intéressantes. On fait un effort extraordinaire depuis au moins 30 ans, sinon plus, de les mettre, de ne dire que du bien des autochtones. Il faut alors, comme pour les autres dimensions, aller dans les détails. Pour savoir l'agentivité des autochtones, il faut regarder les verbes et le temps des verbes. Il faut aller jusque-là. Pour regarder ce qu'on dit des sociétés autochtones, par exemple, on dit du bien en 1500. Ils sont absolument bien, leur mode de production fonctionne bien, leur habitat, tout ça, la société est idéale, même un peu plus démocratique. Là, parfois, il y a des regards vers l'Europe, un peu plus démocratique qu'en Europe en même temps. Mais on dit surtout, et on le répète, ils sont extrêmement bien adaptés à leur environnement. Adaptation, c'est le compliment.
Alors, connaissez-vous une civilisation qui ne serait pas adaptée à son environnement? Non, parce qu'ils n'auraient pas survécu, tout simplement. Ils sont tous adaptés. Adaptation, ça veut très souvent dire qu'ils sont plus proches de la nature. Plus proches de la nature que les Européens, mais plus proches de la nature aussi que de la culture. Et revoilà les anciens préjugés. Donc il faut parfois aller dans le détail. C'est pour ça, Pierre, je regrette, mais je ne peux pas répondre en une seule phrase. Là. Il y a tellement d'étincelles à relever, mais il y en a. J'ai discuté avec Mme James aussi. J'ai dit, est-ce que le ministère va voir en classe pour voir si l'intention du ministère est réalisée dans ses programmes? Elle dit, ben là, on se fie au professionnalisme des profs, des enseignants. Bon, moi, ma question est à cet égard, c'est-à-dire, bon, elle a questionné, il faudrait aller voir la formation des maîtres. Bon, vous avez soulevé. Moi, personnellement, je me dis, est-ce qu'il y a de la formation continue? Hein? Mais j'aimerais vous entendre là-dessus, là, moi. Est-ce que, même, je me souviens que Sylvie, tu m'avais dit à un moment donné, après ta bombe atomique que tu avais lancée en 1980 vis-à-vis les historiens avec ton livre, à un moment donné, tu m'avais dit, ben là, ils ont peur de parler de la question autochtone. Là. Ils ont peur d'être racistes, là, tu sais. Puis là, ils vont se réfugier peut-être dans ce que tu décris, là, Helga, dans la culture, la spiritualité et tout ça, là. Puis ils vont avoir peur de les mettre dans une trame historique. Est-ce que les enseignants en classe, là, comment ils sont, là? Sylvie, je pense qu'il y a quelque chose à... Je veux juste rajouter un petit quelque chose. C'est ça, on nous avait dit, bon, les historiens, on ne peut plus écrire, nous, parce que les anthropologues nous surveillent. Bon, et j'ai remarqué que dans les livres que vous avez examinés, on parlait pratiquement plus des guerres. Tandis que c'est revenu un petit peu dans les nouveaux manuels de 2016. Mais bon, il y a évidemment, il y a eu en effet une espèce de crainte de la part de certains historiens. Bien, je tiens juste à rappeler que l'histoire, hein, c'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est l'étude des écrits selon les historiens classiques. Donc, évidemment, on a juste à penser à ça. Puis, évidemment, on comprend que les Premières Nations tombent dans des cracks. Hein? On n'a pas beaucoup d'écrits, certainement pas à l'époque. C'est pour ça aussi, mais si on pense aussi au jugement de la Cour suprême d'Elgama qui accepte l'histoire orale en cours comme preuve, mais je pense que c'est un devoir comme de tout historien d'accepter l'histoire orale dans l'histoire nationale, si on veut, ou l'histoire qui est enseignée. Donc, je pense que tant que ça ne sera pas fait d'une certaine façon, ça vient un petit peu aussi en lien avec ce que tu disais, Pierre, au niveau d'incorporer l'histoire orale pour peut-être venir des fois contrebalancer certains faits. Puis, d'ailleurs, moi, dans mon mémoire de maîtrise, j'ai confronté l'histoire orale des aînés de Picogan sur leur vision de comment la gestion du castor dans les réserves à castor avec les papiers là, du ministère, là, des archives. Puis c'est des discours qui sont pas mal différents. Là. On voit les gens du ministère qui high-five, on gère ça, ils nous écoutent au doigt et à l'œil, puis les autres, ils disent non, on faisait ce qu'on voulait, mais on disait ce qu'on voulait aussi au ministère pour qu'ils nous laissent tranquilles. T'sais. Donc, c'est pour ça que peut-être d'incorporer l'histoire orale, ça permettrait justement de questionner là, des points de vue. Puis en même temps, c'est un peu la même question si on pense à... Parce qu'on parle des Irlandais, à William Cromwell, les Anglais l'aiment bien, mais les Irlandais le détestent. Donc, on ne peut pas présenter le personnage juste d'une façon. C'est la même chose pour... on pense à Duncan Campbell Scott, qui est encore étudié dans les écoles secondaires anglophones au Canada comme un poète. Mais d'un autre côté, pour nous, les Premières Nations, puis je pense que pour tous les gens qui ont la culture et la société humaine à cœur, devraient penser que c'était pas un gentil, là. OK? Donc... ouais, c'est ça, un autre débat, Amos, tu sais. Puis là, on a des historiens qui sont venus dire « Ah, mais Amos, il était de son temps. Hein? » Mais non, je pense pas. Les gens, ils étaient pas aussi extrémistes qu'Amos à cette époque-là. Il y en avait peut-être, là, mais... Il y avait William Johnson aussi qui était beaucoup plus conciliant, qui comprenait de faire des alliances. Au niveau de la formation des maîtres, bien,
qu'est-ce qu'ils font dans les classes, etc. Je peux pas, moi, je suis pas enseignant au secondaire. J'ai pas de formation d'enseignant au secondaire non plus. J'ai seulement une formation en histoire. Mais, par contre, j'ai donné des conférences dans des cours de didactique à Sherbrooke, entre autres. Puis j'ai un projet collaboratif avec un cours de didactique de l'histoire à l'UQAM. Puis ce que vous avez relevé comme inquiétude, comme crainte, c'est souvent le cas. Hein? Les gens, quand on n'a pas les connaissances, on ne se sent pas outillé puis appuyé pour parler d'un sujet qui a toujours été un petit peu tassé de côté dans notre parcours, bien, là, on peut tomber, comme Madame disait, dans les idéalisations, parce que justement, on ne veut pas se compromettre, on veut pas, mais ça aide pas ça non plus. Hein? Où on va essayer d'en parler le moins possible, où on va suivre des manuels au lieu de faire des activités pédagogiques qu'on aurait nous-mêmes créées, etc. Donc, puis d'améliorer la formation des maîtres à l'université, ça ne réglera pas la question de tous ceux qui sont déjà là. Donc, la formation continue, ça a été de nos principales recommandations d'améliorer la formation. On l'a souligné à maintes reprises au ministère que ça prend. Puis, on l'a souligné également au ministère que on veut pas un programme créé par des historiens de l'Université Laval ou ailleurs, tu sais, qui n'ont pas pris le pouls des Premières Nations. On veut que ce soit créé par les gens des Premières Nations. Je pense que c'est important. On n'est plus... je ne fais pas de critique, mais on n'est plus en 1900... quand on a pris notre place, on prend de plus en plus notre place. Donc, je pense que c'est important que ça passe par nous. C'est ce que j'aurais à dire. Merci. Ouais, moi, je vais rajouter... j'ai jamais eu le temps, mais à la radio, on parlait justement d'une étude qui avait été faite auprès d'enseignants en Ontario, qui était très inconfortable à l'idée d'enseigner sur les pensionnats autochtones. Ils préféraient le mettre sous le paillasson, puis de rentrer quand même dans le vif du sujet de l'histoire canadienne, mais sans trop en parler. Là. On va en parler parce qu'on est obligé, mais on n'est tellement pas à l'aise de le faire que finalement, coudonc, on n'en parlera pas. Ça revient aussi souvent, là, moi j'ai lu d'innombrables études là, un petit peu sur ce qui se fait là, en Amérique du Nord, puis ça revient souvent, l'inconfort des enseignants par rapport à ce qu'ils connaissent sur le monde autochtone, donc ils préfèrent, comme Médéric disait, on va regarder le manuel, il sait, lui, on va se fier à lui, puis finalement, on regarde l'Autochtone comme ça, les Autochtones comme ça à travers l'histoire. Ce que moi je trouvais intéressant aussi de rajouter, c'est que en étant chez les Cris, on était dans une communauté qui est plus anglophone, puis il y a des trucs qui sont importants pour plusieurs communautés autochtones, dont l'effort de guerre chez les Amérindiens. Ça revient quand même assez souvent là, au Canada anglais. La participation des Autochtones dans ces efforts de guerre-là. Puis, je tenais à le souligner. Là, je pense que c'est un phénomène qu'on ne peut pas passer en dessous. Mais pour revenir à ça, là, je pense que moi aussi, je suis chargé de cours à l'Université de Montréal. Là, je suis en didactique, l'enseignement d'histoire. Puis, les professeurs en adaptation scolaire, ils ont un cours en univers social. En géographie, histoire, ils sont un peu mieux formés. Ils ont une panoplie de cours dans lesquels ils doivent piger puis cheminer pour être diplômés. Mais là-dedans, il n'y a pas de cours d'anthropologie. Bon, moi, c'est sûr que j'avais déjà des études là-dedans, puis je me sens à l'aise d'en parler, mais je pense que je suis assez minoritaire là-dedans, puis je trouve ça dommage. Tu sais, quand on parle d'histoire, à un moment donné, je pense qu'il y a une sensibilité culturelle qu'on ne peut pas évacuer. Surtout quand il y a trait là, aux communautés, à l'histoire des différentes communautés autochtones. Moi, j'ai adoré mon expérience chez les Cris. J'ai pas eu le temps d'en parler tantôt, mais ils ont, dans leur manuel, c'est un concept que j'ai abordé dans mon mémoire de maîtrise. Ça, c'est le manuel qu'ils utilisent à la Commission scolaire CRI, qui a été édité par la Commission scolaire CRI. Il y a beaucoup question de territoire. Madame
Madame Boris Sawala en parlait tantôt. Puis ça, le territoire, ben, d'un point de vue capitaliste, c'est payant. Quand j'ai commencé là, à fouiller puis d'aller au conseil de bande, quand j'étais au Djibougoumou, j'ai compris là, que la difficulté de tout comprendre ça. Quand tu enseignes la convention de la baie James, moi j'ai pu le faire. J'ai pris pratiquement 3 semaines, 1 mois pour le faire. On a regardé de long en large. On est allé voir des gens au conseil de bande qui nous expliquent un petit peu là, des différentes facettes. Je pense que c'est intéressant. Les élèves en ont appris beaucoup. Mais encore aujourd'hui, là, en milieu autochtone, surtout les cris, là, les terres familiales, les cartes existent encore. Les mines ou les compagnies forestières ont des redevances à donner. Je pense que c'est quelque chose, moi, que j'ai appris puis que ben, je tenais à partager, mais que j'aimerais ça que ça soit un petit peu plus connu. Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les communautés. Ça, je l'ignore, là, mais je pense que c'est de voir que les droits ne sont pas éteints. Pas partout, là, mais je veux dire, je pense que c'est intéressant en classe de pouvoir enseigner ça aux jeunes. Puis je pense pas que c'est tout le monde qui soit outillé pour le faire. Si j'avais juste un petit mot rapide, aux futurs et aux enseignants, inviter des aînés en classe, ça va permettre de jaser de l'histoire orale, inviter des spécialistes des Premières Nations, ça va pallier justement à certaines lacunes. Merci. Ben, c'est un peu ce que je voulais dire. Sur les guerres, on trouve encore au niveau des manuels du primaire, qui sont de 2002, quelques représentations assez caricaturales des guerriers indiens. Ça, bon. Sinon, il y a une exception au bon indien dans les manuels du secondaire, tout compris. Je n'ai pas vraiment regardé les tout récents là-dessus. L'Iroquois. L'Iroquois, c'est le méchant indien, de toute manière. Donc, il y a quelques rares manuels qui répartissent un peu les atrocités commises par les uns comme les autres, mais normalement, c'est l'Iroquois qui constitue la menace contre qui il faut se protéger et qu'il faut chasser, qu'il faut contrôler, à qui il faut imposer la paix de Montréal, etc. Donc ça, c'est le méchant indien. Je voulais ajouter peut-être si dans le futur on revenait plus à évoquer les guerres entre Amérindiens, il faudrait faire attention à bien expliquer que les élèves ne prennent pas la notion de guerre comme nous on connaît la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, etc. À bien expliquer et peut-être même pas utiliser le même mot pour ça parce que sinon ça crée des perceptions erronées. Comme de toute manière, et j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignants d'entre vous, s'il y a certains sujets qui sont proposés par les manuels que vous allez aborder en classe, vous allez prendre en compte l'horizon de compréhension de vos élèves qui sont devant vous. Les manuels ne le font pas toujours. Quand ils parlent du tabac, par exemple, mais vos élèves vont tout de suite penser aux campagnes publicitaires anti-tabac. Hein? Et ils vont se dire, mais les Amérindiens, là, ils étaient tous malades ou là, ils avaient tous... donc, les manuels, on ne leur pose pas de questions, donc ils ne se prononcent pas là-dessus. On laisse à l'enseignant de se prononcer là-dessus. Mais il y a plusieurs choses comme ça. Il y a la chasse. Quand on propose à des élèves du primaire au sujet de la chasse, un Amérindien qui est en train de viser un gentil, je ne sais pas, ognal ou autre... Mais la petite élève québécoise, qu'est-ce qu'elle va penser de ça? Donc il faut faire très attention à cela et pas simplement répercuter tout ce qu'on a trouvé dans les anciens manuels d'histoire. Et il faut vraiment, je pense, prendre en compte la perception par les élèves possible. Et ça, vous le faites journalièrement dans votre classe, mais les manuels devraient y faire plus attention aussi. On pourrait parler du terme nomade aussi, qui est utilisé à toutes les sauces. Et les gens s'imaginent que les Algonquiens couraient après le caribou sans arrêt et n'avaient justement aucune notion du territoire. En tout cas, ça serait trop long. Là, j'ai une question qui est peut-être un peu compliquée. Pierre, il me semble que tu l'as effleuré un peu. Quand on a examiné les livres, les manuels d'histoire, Bernard Arcan et moi, on se disait, avant les livres que nous avons examinés, les Indiens étaient des gens qu'il fallait civiliser, évangéliser, etc.
dans ceux que nous, on a examinés, ils étaient devenus des gens à qui il fallait apprendre à se développer. Et je me demandais, est-ce que vous avez une vision assez large des nouveaux manuels pour savoir quelle est l'image qui ressort, parce que tout ça est en lien avec la description du nous québécois, dans le fond. On en parlait, Pierre, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus. Mais... Ben, écoutez, ça rejoint le débat qui ne concerne pas les Autochtones, à savoir dans quelle mesure on fait une histoire du nous ou pas. Et l'ancienne méthode, la nouvelle méthode, c'est sûr que le ministère est poigné dans des débats politiques et pédagogiques et tout ça. Puis, alors, où en est le nous québécois aujourd'hui? Oui, effectivement. Là, moi, la question de fond, Sylvie, c'est que c'est-tu encore présent, ça que... bon, là, c'est plus les christianisés, mais... On les présente d'une certaine façon qu'il faut les développer encore, c'est ça? C'est ça que ta question? Ben, je ne sais pas, moi, je n'ai pas fait l'analyse. Alors, comme je n'ai pas fait l'analyse, je ne sais pas aujourd'hui comment ils sont présentés, mais je pense que la façon dont on présente les Premières Nations, c'est une façon de présenter les Québécois aussi. C'est un peu un miroir, dans le fond. Je vous inviterai à répondre tout ça à votre tour, si vous le désirez, brièvement, pour qu'ensuite on puisse ouvrir les questions. Alors, pour faire bref, le nous québécois dans les nouveaux manuels et dans ceux de 2008 déjà n'est pas explicite. Il l'était dans les autres. Les héritiers de Jacques Cartier, c'est le nous québécois. Il n'est pas explicite. Quand il est explicite, il est inclusif. Le nous québécois comprend tout le monde qui vit au Québec, les immigrés comme les autochtones et tout. Mais dans les faits, il ne l'est pas. Quand on propose un exercice à l'élève de faire comme s'il était amérindien, ça veut dire que ça ne s'adresse pas aux Autochtones, le manuel. Donc, dans les faits, on peut linguistiquement le prouver que le nous québécois est exclusif. Mais implicitement, pour faire bref. Le nous québécois des élèves est très changeant. Quand je regarde les copies des manuels des élèves, est changeant. Je vous ai montré le nous autochtone qui changeait entre nous québécois francophones et nous... il est aussi changeant. En gros, on peut dire le nous francophone s'oppose au nous anglophone. Les autochtones ne jouent quasiment aucun rôle là-dedans quand on regarde ça. Et puis vice-versa. C'est les French qui sont l'opposant là. Les autochtones, dans l'imaginaire des élèves, ne sont pas l'autre. Quand on demande explicitement quel est leur rapport vis-à-vis de l'autre, la frontière est étanche, claire et nette. C'est nous du côté européen et eux autres du côté autochtone, et les autochtones le leur rendent bien. Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que le professeur vient de mentionner. Je ne voudrais pas trop prononcer là-dessus, là, comme je suis moins dans le nous. Là. Donc, je vais vous laisser débattre là-dessus. Merci. Tu parlais du feu. Ben, en fait, moi, je rajouterais tout simplement que l'histoire, là, c'est probablement la seule matière qui est autant politique que ça. On fait juste regarder, ça doit faire 10-12 ans là, qu'il y a des débats quasiment tous les semaines dans les journaux de la fin de semaine sur le programme d'histoire. Donc, c'est difficile et compliqué. Puis, j'en reviens encore à M. Laville que je citais tantôt. Ou M. Bouchard aussi, à un moment donné, il a dit ça, Serge Bouchard. L'histoire, c'est écrit par les gagnants. Hein. Donc, c'est leur version à eux. L'État, ben, il veut être sûr que son citoyen il a la bonne version. Malheureusement, on le sait qu'une histoire comporte plusieurs versions. Puis, ça serait le fun que ça soit un petit peu plus explicite dans le manuel, là, dans les programmes, dans les manuels. Question de protocole. Je remercie Mme James d'avoir répondu à mes questions par téléphone et par courriel. Bon, j'ai rendu rencontre de nos discussions. La Commission de vérité et réconciliation a fait des recommandations, dont celle-ci, de créer des postes de niveau supérieur au sein du gouvernement
à l'échelon du sous-ministre adjoint ou à un échelon plus élevé, dont les titulaires seront chargés du contenu autochtone dans le domaine de l'éducation. Donc, évidemment, ce dont on parle, c'est aussi une question de bureaucratie compliquée, mais c'est une question de pouvoir aussi, d'autorité. Dans quelle mesure on va influencer cette immense machine-là? Puis je pense que la Commission Vérité et Réconciliation pointe du doigt aussi cette dynamique politique-là à l'intérieur des ministères. Juste pour un moment, mais on parle de la Commission Vérité et Réconciliation, mais il y a aussi un petit peu comme je dirais, le rendez-vous manqué de la Commission sur les peuples autochtones qui avait émis de belles recommandations, dont le premier tome qui était une réécriture de l'histoire selon selon les Premières Nations, puis tout ça, puis qu'est-ce qui en est ressorti. Donc là, Vérité et Réconciliation, on semble vouloir un peu plus suivre les recommandations. Présentement, la Commission vient aussi sur l'expérience des Premières Nations, des Autochtones avec les différents services gouvernementaux. Donc, c'est bien beau les recommandations, mais je pense que c'est aux gens puis aux ministères concernés de les suivre. On avait dit pas mal d'affaires comme ça en 96 dans le rapport, puis pourtant, on en a un autre encore, puis encore, puis encore, puis on va en avoir d'autres encore. Jusqu'au sous-ministre adjoint. Sur la teneur politique de l'enseignement de l'histoire, je serais un peu plus nuancée. C'est vrai que ça vient de l'État, c'est approuvé par les instances du ministère de l'Éducation. Mais ce qu'on trouve dans les manuels, c'est autant une volonté de l'État, qui est un État démocratique, que l'émanation de la société et du savoir historique, mais l'émanation de la société aussi. Et je dirais, vous n'attendez ça pas de moi, peut-être parce que je me suis montrée très, très critique, mais je pense que certaines choses dans les manuels sont encore meilleures de ce qu'on peut entendre par-ci, par-là, comme préjugés dans la population. Il faut se dire ça aussi. Il y a quand même quelques préjugés qui ont cours sur les soi-disant avantages et privilèges qui ont pas cours parmi vous, mais si on sort du milieu académique, pour peu que je puisse les avoir connus au Québec, et certainement pas de façon intense, puisque je suis étrangère, mais j'ai entendu, quand je leur dis ce que je fais, j'ai entendu des commentaires que je ne voudrais pas vous répéter. Donc, c'est plutôt mieux dans les manuels scolaires. Donc, j'ouvrirai maintenant les questions du public. Donc, on nous reste un petit 15-20 minutes et les échanges ont été très animés. Donc, je commencerai par une question, si monsieur. Oui, on a beaucoup traité de questions de vocabulaire. Bref, on a traité un peu de questions de vocabulaire de sauvages à indiens, à amérindiens, à Premières Nations, éventuellement ouvrir aussi vers autochtones pour inclure les Inuits, les Métis. On a parlé aussi de la perspective historique versus la perspective anthropologique. Au primaire, on utilise encore largement algonquien versus iroquoien. Et pour une raison qui m'échappe, on parle aussi des Incas et pas du reste. Alors qu'au secondaire, on parle des Premières Nations et des Autochtones. On n'utilise pas le même vocabulaire pour parler des mêmes peuples. Et ça peut laisser comme image chez les enfants qui transigent du primaire au secondaire qu'on parle de réalités différentes, de peuples différents. Et donc, les Algonquiens et les Iroquois sont des peuples éteints. Et maintenant, aujourd'hui, on a affaire à des Premières Nations qui sont des nouveaux Autochtones, mais qui n'ont pas nécessairement d'attache avec les Iroquois et les Algonquiens. Alors bref, j'aimerais vous entendre un peu discuter de ça, voir comment est-ce qu'on peut présenter les peuples comme étant des peuples qui perdurent dans le temps, qui sont toujours vivants, qui ont toujours été vivants. Certes, il y a certains qui ont effectivement éteint, mais comment est-ce qu'on peut réellement traiter de ces réalités-là de façon à ce que les élèves aient conscience plus grande des peuples? Je pense que ce serait d'utiliser les termes que les nations se donnent eux-mêmes pour commencer. Mais évidemment, au primaire, est-ce que les élèves ont la capacité de
de se faire expliquer les 10 Premières Nations, plus la nation Inuit, avec tous les noms, etc. Puis retenir ça, peut-être, il faudra voir. C'est sûr que là, on cherche souvent des termes qui amalgament tout le temps. C'est compliqué, hein? Puis, comme on dit, même iroquoien, c'est quoi ça veut dire iroquoien? On a transposé iroquois, on a mis un lien pour dire que c'est toutes les nations, mais nous, les Wendat, oui, iroquois, on l'utilise parce que les gens ils nous comprennent comme ça, mais ça ne veut pas rien dire en réalité. Les Algonquiens, justement, ils nous appelaient les Nadouek. Puis justement, pour faire écho à ce que Madame disait, les Iroquois, c'est les Majinadouek, donc les méchants Iroquois. Hein? Puis les Nadouek, c'est donc, puis encore là, Amérindien, Indien, hein, puis Amérindien, c'est une réparation du passé avec une autre erreur historique, en fait, ce qui ne veut pas dire grand-chose de plus. Donc, c'est sûr que là, Première Nation au Québec, au Canada, c'est quand même accepté largement. Malgré qu'en anglais, des fois, il y a différentes distinctions à faire. Mais je pense que c'est l'évolution aussi. Là, donc, j'imagine qu'ils vont aussi, notre programme de primaire date de 2002. Il devrait être refait. Et puis là, on devrait avoir une cohérence dans les termes, j'imagine. C'est ce que je dirais. Vous avez parlé du fait que, bon, on va montrer peut-être, je sais pas, les autochtones qui vont chasser au primaire, on dira, mais c'est comme c'est brutal, ils chassent un animal, ça donne quelle image des Amérindiens. Et après, on dit, bon, il faudrait aussi parler des guerres qu'il y a eu les Amérindiens et avec les non-autochtones. C'est comme, qu'est-ce qu'on veut montrer? Il y a eu des guerres, je veux dire, les Beaver Wars entre les Iroquois et les autres peuples qui entouraient pour la traite à fourrure et tout ça. C'était réel, c'était sérieux, c'était sanglant. Ça a été une époque difficile pour ces autres nations qui vivent autour. Qui, comment dire, je veux dire, les Wendat, ils ne viennent pas de la région de Québec, ils viennent des Grands Lacs, puis il y a une raison de dire qu'ils ne sont plus dans les Grands Lacs. Fait que moi, je pense que c'est quand même important de parler de ça aussi. Puis pas juste comme le monde dans la vision, ils disent ouais, cette fois, les Amérindiens, ils cultivent le maïs. C'est comme, il faut avoir les deux, pas juste un des deux. Oui, c'est vrai. Je voulais ajouter à la question sur le primaire, il y a quelque chose à apprendre quand même dans le primaire que je trouve bien, c'est de procéder par palier, parce que comme ça, on ne perd pas les autochtones de vue. Ils reviennent tous les 100 ans, on les retrouve sur les mêmes paliers que les Européens. Donc ça, c'est quelque chose qui est légèrement mieux que dans le secondaire jusque-là. Les tout nouveaux, peut-être, ont amélioré. Sur les guerres, moi, je pense qu'il faut en parler, mais non pas pour évoquer forcément une image stéréotypée de l'Indien ou des Indiens qui se font la guerre entre eux, mais c'est une bonne occasion pour faire percevoir comment les relations entre autochtones étaient avant l'arrivée des Européens, comment avec les nouvelles armes, ces choses-là sont devenues plus violentes. Quels étaient les nouveaux motifs, tout cela. C'était une excellente occasion pour faire comprendre l'impact de l'arrivée des Européens sur les sociétés. Et c'est une occasion perdue si on ne le fait pas. Or, il ne faudrait pas faire un amalgame entre ce qui se passe là et puis les guerres du XXe siècle quand en tête les élèves. Mais montrer l'évolution, ça oui, et les enjeux. Ça serait comme dans tout ce qu'on vient de voir, comme dans l'évocation de la commission Vérité et Réconciliation qui sera abordée dans les tout nouveaux manuels. Juste en parler, pour en parler, ça n'apporte rien. Mais donner des clés de compréhension aux élèves à cette occasion-là, ça serait l'idéal. Même chose pour la chasse. La chasse était nécessaire pour survivre, mais c'est pas la même chose que serait la chasse aujourd'hui juste pour le plaisir. Où il faudrait éventuellement montrer, si on veut faire une comparaison, les abattoirs d'aujourd'hui. Ça serait pas plus joyeux. Hein, voilà. Ou rajouter l'exemple de la médecine. Oui, voilà. Parce que bon, ben, tu files pas bien, va prier, fais une petite saignée. Tandis que l'autre, ben, au moins, il va aller chercher quelque chose qui risque d'agir. Mais bon,
tout ça, tout est en relatif, hein, mais... Juste rapidement, là, je me dois d'intervenir. On voit que tu as bien suivi tes cours d'histoire, mais ça ne veut pas dire que tu as appris les vraies choses. OK, il y a beaucoup de nuances à faire là-dessus, les Wendat, Québec, etc. Je n'entrerai pas dans le débat, là, mais... Oui. Moi, j'avais une question par rapport aux différents choix qui sont offerts aux professeurs, aux enseignants dans les programmes. Peut-être que M. Lévesque, vous allez être mieux placé pour répondre, mais tantôt, vous montriez l'exemple de l'industrie forestière, où là, on a la Colombie-Britannique, une région forestière du Québec, puis l'Amazonie. C'est donc un enseignant doit faire le choix entre ces trois éléments-là. On s'entend, c'est quand même assez différent. Puis je pense que il y avait une étude, un mémoire de maîtrise de Gabriel Arsenault qui relevait ça, que souvent les éléments d'histoire autochtone sont comme facultatifs, ça fait partie des choix. Est-ce que donc vous ou vos collègues, vous savez à quelle fréquence les enseignants font le choix d'aborder ces éléments-là qui abordent l'histoire des Autochtones? Quand ils sont confrontés devant des choix, puis est-ce que c'est plus facile de juste choisir quelque chose d'autre, genre l'Amazonie, pour pas aborder ça? Ben, si Manuel parle de l'Amazonie, ils vont parler de l'Amazonie, là. Non, mais s'il y a un choix à faire en différents éléments, est-ce que vous savez à quelle fréquence ça va se... Ben, j'ai de la difficulté à répondre à ta question. Là. Moi, je peux dire qu'est-ce que je fais. J'en jase un petit peu. Quand j'enseigne à l'université, j'essaie d'insérer des choses, mais de moi, ce que j'ai compris du programme, là, c'est que tu as des concepts qu'il faut voir, qu'il faut qu'ils soient compris, puis avec ces concepts, ben, tu as des compétences aussi à développer, puis les repères culturels là, qui se trouvent dans le bas de la page, ça c'est facultatif, là, dans le sens où ça t'aide à illustrer puis développer les compétences. Mais, tu sais, moi je te dirais que dans le chapitre sur la forêt, ben, oui, je parle de l'impact que ça a sur les Premières Nations. Je pense que c'est important. Que ça soit dans différentes régions. La Côte-Nord, je ne connais pas, là, mais que ce soit l'Abitibi, la Jamaisie ou le lac Saint-Jean, ça touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle de sédentarité, de nomadisme, mais à un moment donné, c'est parce qu'on explique c'est quoi, mais est-ce qu'on explique la relation à la Terre? C'est complètement différent. Le petit Joe millionnaire qui arrive à Chibougamau, ben lui, il voit des signes de pièces, fait qu'il se fout bien de ce qui se fait à la Terre. Il y a une relation au territoire qui n'est pas la même. Puis ça c'est pas expliqué. Puis tantôt, j'en ai parlé un petit peu là, quand vous faisiez allusion au capitalisme. Mais je trouve que c'est intéressant, mais une fois encore, c'est passé un petit peu rapidement en dessous. Là. Mais on ne sait pas, dans le fond, ça revient un peu à ce que vous disiez. On sait ce que les manuels disent, mais on ne sait pas vraiment en classe ce qui est enseigné finalement. On n'a pas d'études là-dessus. Non. Et je vous dirais même, j'aurais voulu savoir, parce qu'il y a toujours 4 manuels au choix des enseignants et des commissions scolaires. Il n'y a même pas de chiffres là-dessus que je puisse avoir. Le ministère dit qu'il ne le sait pas. Les seuls qui le sauraient, ce sont les maisons d'édition qui pourraient, mais ils vont se garder de le faire, publier leurs chiffres de vente. Donc je ne sais même pas, sauf des impressions par les enseignants, quel est le manuel d'histoire qui a le plus d'impact. Et moi, je peux te dire que dans une étude que j'ai vue aux États-Unis, un monsieur dans son doctorat, Bruce Laverré, il disait que l'utilisation du manuel, c'est 90% du temps de classe. Donc, le parallèle avec le manuel est facile à faire. J'avais une question peut-être plus pour Eric, mais c'est sur les conséquences de cet enseignement-là pour les étudiants autochtones. C'est-à-dire, est-ce que en gros, les étudiants québécois connaissent rien, pour résumer. Les étudiants autochtones, est-ce qu'ils y connaissent plus sur leur histoire ou pas? Et quelles conséquences ça a dans la construction de leur image de soi de se faire enseigner ce qui se fait enseigner? C'est une très bonne question. C'est l'éducation dans les communautés. Si on parle dans les communautés, c'est une question assez complexe, hein, parce qu'on est dans le domaine juridiction fédérale avec des fonds fédéraux pour les communautés. Puis d'un autre côté, ben, on a aussi la volonté d'avoir des diplômes qui sont reconnus puis équivalents. Donc avec la sanction des études, tout ça.
Il y a plusieurs écoles à travers le Québec, dans différentes communautés, qui ont réussi par entente bilatérale là, à avoir un contenu propre à leur communauté, à l'histoire des Premières Nations, mais je dirais que ça se concentre beaucoup plutôt sur un peu l'histoire locale. Par exemple, je sais que j'ai plusieurs étudiants qui venaient de chez les Atikamekw qui avaient une histoire qui était adaptée à eux. Je sais qu'à Mastéouillache aussi, je crois, si je ne me trompe pas. Puis même, je pense à Shefferville, à Matimécoche, Lake John. En tout cas, il y a plusieurs exemples de contenus adaptés là, au secondaire, mais c'est pas... la latitude n'est pas tout le temps là, ça prend des ententes, etc. Parce que, évidemment, il y a la sanction du ministère pour le diplôme de secondaire 5, ça prend l'histoire de secondaire 4, là, c'est encore comme ça, je pense bien. Donc, c'est tout c'est ça. Mais ceux qui doivent utiliser la même histoire, évidemment, ben, ça fait souvent des étudiants qui n'aiment pas beaucoup l'histoire pour diverses raisons, là, comme on peut constater. C'est comme à l'époque des pensionnats, c'était vos méchants ancêtres ont mangé nos gentils missionnaires. Bon, évidemment, ça a évolué, mais quand même, c'est pas de quoi qui les touche beaucoup, là. C'est de savoir qu'il y a eu une grève ouvrière à Montréal dans les années 1850, quand on vit sur l'extrême basse Côte-Nord, ça nous touche pas beaucoup, là. Fait que c'est sûr que s'il y avait de quoi, ce serait intéressant que ce soit la possibilité d'adapter là, ces contenus-là là, pour l'ensemble des communautés. Puis encore là, ben là, ça laisserait de côté, là, avec les récentes statistiques, tous ceux qui ne sont pas sur communauté. Donc, il n'y a rien de parfait. Mais c'est ça. Ouais. On n'a pas nécessairement plus conscience que les Québécois de l'histoire de la dépossession, de la création des réserves, des choses comme ça? Ben, ça dépend. Ceux qui ont eu un contenu adapté ou ceux qui viennent de familles beaucoup politisées, qui sont impliqués, tout ça, oui, mais d'autres, non. C'est pas universel. J'ai une dernière question à monsieur ici. Oui, Pierre Lepage. Médéric Sioui a parlé justement des consultations qu'il y a eu avec les Premières Nations. J'y ai pas assisté, mais l'Institut de Tchèque-Apêche m'a demandé d'écrire mes commentaires justement sur le programme, mais j'ai envoyé plusieurs pages. Parce qu'avec l'Institut, on collabore beaucoup ensemble et il savait que c'était un dossier qui m'intéressait aussi. Une des premières remarques que j'avais faites, c'est que, et je sais que mes commentaires ont été envoyés aux gens du ministère. Et j'ai vu des gens du ministère par la suite qui ont reçu les commentaires. Et d'une part, qu'il fallait arrêter de perdre de vue les Autochtones. Il ne faut jamais les perdre de vue nulle part dans l'histoire. Donc, le trou, là, le vide, le couloir, ça doit être terminé. D'autre part, il m'apparaissait qu'il y a des périodes clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui n'étaient pas là. La période 1820-1840, où on n'a plus besoin des Autochtones pour la guerre, plus besoin des Autochtones pour le commerce, où on a besoin de leurs terres. C'est vraiment là que ça tourne mal. Toute la politique d'assimilation, de la disparition est née de là. Donc, cette période clé-là n'est pas là. Donc, on traite de d'autres choses. Et au niveau de la Confédération aussi, il y a une période clé. C'est une autre période clé très importante qui donne lieu à des traités, les traités sur les terres, des traités qu'on dit proprement territoriaux, là, alors qui ont un impact très important. Une autre remarque, c'est que les Inuits ne sont pas là. Je me souviens, partout, je me disais, et les Inuits, et les Inuits, et les Inuits, point d'interrogation, et les Inuits. Et j'ai vu une autre version aussi par la suite, et je faisais la même remarque encore. Alors, et d'autre part aussi, à l'occasion, puis bon, je pense qu'ils en ont tenu compte dans certains cas, mais le manque de nuances. Quand on parle des réductions, ben c'est pas toutes les Autochtones, les réductions, c'est la vallée du Saint-Laurent. Alors, on nous présente ça un peu, mais comme si c'était comme ça partout, là, etc. Donc,
Tu sais, la question des missionnaires, ça a été beaucoup plus tard, d'une certaine façon, dans des régions plus nordiques, etc. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, des patriotes, des alliances avec les nations amérindiennes au moment des événements des patriotes ou dans les différentes guerres, ben c'est pas, on ne peut pas généraliser sur l'ensemble des nations. Il y a des nations qui ont participé à des guerres ou à des mouvements. D'autre part aussi, les Autochtones n'ont pas d'histoire politique. On n'a pas ces grands, alors qu'ils n'ont jamais baissé les bras dans l'histoire. Et alors, il y a plein de choses comme ça. Les réserves à castors, par exemple, qui sont créées aux alentours de 1920-1940. C'est une période où les territoires sont envahis, où les Blancs vont même être à la source du dépérissement du castor parce qu'ils font une surchasse à l'aide d'aéroplanes, qu'on dit dans le Nord. Alors, il y a plusieurs éléments qui nous permettent, qui ne sont pas là. Bon, par contre, j'ai remarqué qu'effectivement, il y a plusieurs questions. La question de la politique d'assimilation, on le mentionne. On parle des pensionnats aussi. Mais les traités, on ne sait pas d'où ça vient, justement. D'où ça vient, je ne sais pas. C'est un peu comme avant. Il y a au moins un manuel qui parlait de la Convention de Beijing, par exemple, dans les manuels en vigueur jusqu'aux années 2006. Là. Mais on ne sait pas d'où ça venait, comment ça se fait, puis coudonc, pourquoi c'est pas réglé cette patente-là, etc. Alors, moi, je pense que oui, moi, j'ai une fille qui est une fille de la Réforme, qui a 22 ans maintenant. Donc, elle a appris des choses que mes deux grands garçons qui sont dans la trentaine n'ont rien appris. Eux autres étaient dans les manuels et les programmes que Sylvie Vincent a étudiés et qui ont été d'ailleurs en vigueur jusqu'aux années. Alors, il y avait un trou, sauf Louis Riel qu'on parlait un petit peu, puis on sautait vite à la crise d'Oka ou à peu près. Et donc, il y a vraiment une évolution très, très positive. Moi, je suis quand même... Ça fait partie de l'ère du temps, si on veut. C'est une autre étape, mais encore une fois, il va falloir aller plus loin. C'est pour moi qui décide. Dans la lignée de cette intervention, chacun de nos conférenciers à faire une brève conclusion, vu qu'on arrive on a un petit peu dépassé le temps de fin. Donc, chacun, si vous voulez prendre la parole, et nous commentateurs aussi. Je l'ai déjà pas mal prise, donc ça va être court. Je suis d'avis aussi que ce qu'on retrouve dans les manuels, ce qu'on retrouve dans l'enseignement, et je répète cette idée-là, est le reflet d'une société qui donne mandat à ses enseignants d'éduquer le citoyen du futur et de lui faire partager un certain nombre de choses. L'enseignant, comme les manuels scolaires, sont obligés de faire un choix terrible. Il y a 200 heures, il n'y a pas plus. Donc, ce choix, lui, n'est jamais innocent. Il faut faire ce choix, on ne peut pas parler de tout. Donc, il s'agit de savoir exactement ce qu'on fait. J'en parle volontiers parce que je suis l'auteur aussi de 2 manuels scolaires. Je connais ces contraintes-là et ça ne sera jamais de la critique gratuite si je leur dis « mais vous ne parlez pas de ci, de ça ». Je sais qu'il faut choisir. Et je sais que ce choix-là reflète les discussions dans la société. Ce que je souhaite, c'est le Québec que j'ai connu comme une société démocratique, mettre tout pour éduquer les citoyens du futur qui ne répètent pas simplement ce qu'il y a, mais qui voient aussi, qui prennent des décisions lucides pour définir ce que ça doit être dans l'avenir. Et je pense que c'est important, alors que la planète va à sa perdition, peut-être de voir s'il peut y avoir des alliés avec les Autochtones, entre autres. Oui, bien, merci pour votre intervention, M. Lepage. Oui, la plupart de ce que vous avez mentionné, on l'a nous aussi mentionné, là, évidemment, la période charnière, 1812-1840. Maintenant, évidemment, on peut toujours, puis je l'ai fait, on l'a tous fait, critiquer un peu des fois les processus de consultation, etc. Mais je suis sûr qu'en 82, il n'y en a pas eu de processus de consultation. Donc, c'est pas parfait, mais c'est vers la bonne voie, comme vous dites aussi. Donc, mais c'est ça. Je pense qu'on est vers la bonne voie. Puis je pense que le fait que la salle était pleine, remplie, que ce soit
Facebook diffusé, ça montre qu'il y a de plus en plus d'intérêt. C'est sûr qu'on est à Montréal, au centre-ville. Je ne sais pas si on avait été à Chibougamau, à Val-d'Or, on aurait-tu eu la même assistance, avec le même intérêt. Donc, c'est ça. Mais l'éducation, ça passe par plusieurs moyens. Comme Mme disait aussi, c'est tout ce que les médias diffusent, les médias sociaux, etc. Faites juste aller lire les commentaires suite à un article dans le Journal de Montréal sur Internet qui parle des Premières Nations, puis on pourrait en jaser ensuite. C'est pas un ou deux commentaires, c'est des centaines des fois, au point qu'il faut qu'ils ferment le fil de commentaires pour éviter là, des conflits importants. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'on est sur la bonne voie au sens de l'éducation sur l'histoire des Premières Nations au Québec. Mais il reste encore du chemin à faire. Oui, j'abonde un peu dans le même sens. Là. Il y a encore beaucoup d'ignorance. La diffusion des voix autochtones sont malheureusement moins grandes. Pourtant, ça l'ajouterait beaucoup à la richesse en histoire. Il n'y a rien de parfait, mais si on regarde quand moi j'étais petit, on a parcouru quand même beaucoup de chemin. Puis je pense que il y a une relation à l'autre qui est meilleure. Puis je pense qu'il y a encore place à amélioration, mais ça va passer par l'éducation. Combien, moi, de gens proches de moi, quand ils ont su que je travaillais en communauté amérindienne, tu vois pas là, les préjugés existent encore malheureusement beaucoup. D'un bord comme de l'autre, mais ça passe par l'éducation, on n'a pas le choix. Je vais laisser la parole finale à Pierre. Je vais juste répondre à la question sur le passage des termes de sauvage à indien, amérindien, autochtone, Première Nation. Vous, en tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous faites avec le passage des Canadiens aux Canadiens français et aux Québécois? Est-ce que ce n'est pas une chose que n'importe quel professeur d'histoire doit enseigner à ses étudiants, que les termes changent et que ça dépend de l'évolution où on en est dans la société, puis c'est normal. Maintenant, une autre question que je me pose, j'ai l'impression quand même que les recherches qui ont été faites par des historiens, par des anthropologues, je ne suis pas sûr du tout que ça soit passé dans les manuels d'histoire. Et ça, je ne sais pas où s'est faite la coupure, est-ce qu'elle existe encore? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a moyen de pallier ce problème-là? Sûrement, il y a plein de gens ici qui peuvent parler de l'histoire des Autochtones. Alors, c'est une question. À ce que je sache, c'est assez passé, mais c'est l'intégration puis le sens qu'on donne. Parce que moi, pour avoir enseigné à partir des années 80, puis d'intégrer des données de base, puis voir dans les manuels aujourd'hui qu'il y a des choses qui étaient dans des études scientifiques avant, puis qui sont rendues dans les manuels du secondaire, là, j'étais étonné, là. Mais c'est l'essence qui ressort de tout ça. Moi, je suis content qu'à Recherche amérindienne au Québec participer à organiser cet événement-là. Peut-être qu'on va porter attention aux nouveaux manuels qui sont en classe présentement. On va les regarder différemment ou avec beaucoup d'attention. Moi, vous avez senti un petit peu mon opinion concernant le processus de consultation. Je suis quelqu'un d'extérieur, j'y connais rien. Je ne sais pas dans quelle mesure il y a manifestement, il y a des opinions divergentes sur ce processus de consultation-là. Il y a un paradoxe, puis je reviens à ce que Pierre disait. Écoutez, il y a un gros tunnel dans nos manuels, on ne sait pas dans quelle mesure il existe encore, puis un document de l'État québécois qui s'appelle « Météréalité sur les peuples autochtones », produit par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. L'auteur est ici et Pierre est là. C'est abondamment diffusé, c'est financé. Pierre est à sa 3e édition. Et là, il y a comme un paradoxe, là. Comment se fait-il? Puis l'ouvrage de Pierre et de la commission, c'est le contraire du tunnel. Hein? Exactement, c'est la réplique du tunnel.
dont on a parlé ici. L'État finance ça, le diffuse, paye pour une 3e édition, puis de l'autre côté, le ministère de l'Éducation maintient le tunnel. Là. Il y a un paradoxe, là. Il y a un paradoxe. Ils ne se parlent pas, ce monde-là. Savez-vous, c'est quoi le problème des fois? C'est qu'il y a tellement de contenu qui veut enseigner aussi, autant du niveau de l'histoire québécoise, que moi, j'avais posé la question, justement, peut-être dans le fond, au lieu d'essayer de suggérer des choses, on aurait dû suggérer d'enlever des choses pour pouvoir mettre les nôtres, tu sais, parce que ça devient tellement... C'est tellement une période riche aussi, le 19e siècle, autant de l'histoire québécoise que de l'histoire des Premières Nations, qui est comme un conflit, là, puis là, le choix éditorial est fait, là. Bien, merci beaucoup. Je vous inviterai à remercier, à applaudir nos conférenciers. Merci aussi pour une salle qui a été bien garnie. Oui, merci. Merci aux organisateurs. Merci, Pierre.